Bonjour à tous, hello, and it's my pleasure to welcome you at CA-Saclay in our laboratory, AEM, and to welcome this scientific day on Universe. I would just say a few words so that we're really happy that many people are coming despite some distance from Paris. I would like to thank the organization because they have done a lot of work to manage and manage a service of bus, but also to manage to leave the room for a certain part of time today because we have in parallel another meeting. And so our laboratory here, you are in the room where we have the 3D projection. For your lunch, you will be in the hall where we do have all the buildings with the construction of instrumentation that you will see. And I hope you really enjoy the whole day. And let's Claude Jappard open the scientific meeting. Welcome too. I'm Claude Jappard. I'm the head of the Institut de Physique du Globe de Paris, a big geophysics and geochemistry and earth sciences institute in Paris. And some of you already know this LabX, which is I think quite a novel enterprise and something we were quite proud of, and I'll describe it very briefly. A few years ago we realized, at least from the earth science point of view, that we just could not study the Earth independently of the larger scale universe. We always knew it, but we lacked the cooperations to deal with problems like that. Not only we could not ignore the initial conditions that made the Earth and made it such that it will evolve to the present state that we can monitor today, but also if you consider the Earth as a whole, we need special techniques to be able to penetrate to great depths so that we can document its interior. And of course we can use many different particles, and so we also need fundamental physics to be able to tackle these problems. So we realized this a few years ago, and we decided to create this initiative with the 3 laboratories which were close together, but we did not interact as much as they should have, I think, and that was the point of this initiative. So 2 astrophysics group, 1 geology group, and so it's been a few years now down the line. We're almost at midpoint now, and I think you will see, I think by the presentation today, that we've moved quite a bit, and also that the interactions that we were hoping for are just developing. So I hope this day will be both interesting, but also will set a path to the future. So thank you very much for being here, and then I hope you'll enjoy the presentations. Non, en fait, on parle de l'instrumentation pour observer la nucléosynthèse dans l'univers, et donc des difficultés de l'instrumentation à ces énergies-là, c'est-à-dire aux énergies du MEV. Parce qu'en fait, principalement, la difficulté, c'est qu'il se crée des noyaux dans le télescope lui-même, et ceux-là, on ne veut pas les voir, on veut voir ceux qui sont dehors. Voilà. Et donc, on est embêté par les noyaux qui sont créés dans le télescope lui-même. Et donc là, on a un spécialiste de l'instrumentation qui essaye de développer l'instrument. C'est pas une tâche facile, parce que à cause des difficultés principalement techniques. Une autre difficulté, c'est que ces instruments sont nécessairement embarqués en satellite, parce que l'atmosphère terrestre est opaque à ces énergies. Et donc il y a des contraintes dues au fait d'émissions satellites. Donc là où on a de la chance, c'est que nous sommes encore dans une R&D, c'est-à-dire c'est préparatoire. On peut faire n'importe quoi encore. On peut encore faire n'importe quoi, mais pas trop. Quand même le chef, il surveille. Donc c'est ça. Il n'y a pas le surchef CNES au-dessus en fait. Il n'y a pas le surchef CNES, il est encore sympa. Donc voilà.
En fait, je viens de parler de la nucléosynthèse, qui est un sujet absolument fascinant. C'est l'histoire des éléments dans l'univers. On a une diversité d'éléments dans l'univers, du carbone, l'oxygène, du fer, de l'uranium, du molybdène, ce que vous voulez. Et en fait, on pensait jusqu'à il y a un peu plus d'un siècle que les abondances de ces éléments étaient ce qu'elles étaient, un point c'est tout, puisque comme on sait en chimie, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et donc il n'y a pas d'explication possible qu'on puisse donner à l'abondance relative de ces différents éléments. Et puis on a découvert finalement que la transmutation était possible. Et la nucléosynthèse, c'est l'histoire de la transmutation des éléments depuis le Big Bang jusqu'à nos jours. Ça passe par plusieurs phases. Il y a une nucléosynthèse primordiale, puis après au cœur des étoiles, puis lors d'explosions d'étoiles, des supernovae. Et puis il y a aussi une partie des éléments qui est formée par nucléosynthèse dite spalative tout au long de l'évolution chimique de la galaxie. And our aim is to understand the surroundings where the planets are formed, meaning the gas turbulence, the dust evolution and motions, and bringing all this together. By doing this, we perform global simulation, global MHD simulation, so magnetic field simulation, and we model the turbulence and the accreting gas in the protoplanetary disk itself. Donc bonjour, on s'intéresse au climat sur Titan. Titan, c'est le plus gros satellite de Saturne. Il a pour particularité d'avoir une atmosphère dense, épaisse. La pression à la surface est 1 bar 5, donc c'est très proche de ce qu'on a sur Terre. Malheureusement, on a très peu d'informations sur le climat, sur les conditions de surface. Et une des manières de s'y intéresser et d'avoir des informations, c'est d'étudier les grands champs de dunes, qui sont par ailleurs le plus gros réservoir en surface d'hydrocarbures, donc élément, ingrédient fondamental dans le climat de Titan. Donc on essaye, en utilisant les données de la mission Cassini, en particulier les données radar et hyperspectrales, pour avoir des informations sur la morphologie et sur la composition, eh bien, de comprendre les morphologies, les mécanismes de ces dunes, et on compare cela avec les prédictions des modèles de circulation globaux pour essayer donc de mieux comprendre, on l'espère, le climat sur Titan. C'est de reconstruire les conditions environnementales du passé pour essayer de comprendre comment la vie a pu apparaître et a pu évoluer. Et pour ça, on utilise des proxys, des traceurs géochimiques appliqués aux registres géologiques. Et donc on regarde ça notamment pour essayer de comprendre comment l'oxygène est apparu dans l'atmosphère. Je travaille sur l'utilisation des données satellites de Gauss. Donc aujourd'hui, en fait, j'ai présenté les missions spatiales Grace et Gauss qui servent à mesurer la gravité terrestre. On appelle ça des missions gravimétriques. Sur chaque mission, l'ONERA a conçu et construit des accéléromètres pour mesurer la gravité terrestre.
Ce sont des accéléromètres ultra performants, ils font parmi les meilleurs au monde et donc ils peuvent détecter ils ont une précision extrême dans ce domaine-là. Donc j'ai présenté également les utilisations des données scientifiques dans le domaine scientifique des 2 missions spatiales. Donc ce sont des domaines qui touchent principalement à l'hydrologie, à l'océanographie, à la géodésie, à l'étude des masses glaciaires. Et donc, ils ont permis, depuis 10 ans, d'apporter des connaissances, on peut dire presque révolutionnaires dans ce domaine, en fait. Donc, ils ont permis des progrès incontestables, et à tel point que la NASA a prévu déjà 2 autres missions, au moins, de satellites, où il y aura encore ces instruments. Le sujet de la conférence, c'était comment la Terre se refroidit, ce qui est un sujet qui nous intéresse pour 2 raisons. D'une part parce que c'est la manière dont la Terre évolue dans le temps. C'est marqué en particulier par la croissance de continents qui n'existaient pas lorsque la Terre s'est formée. Et puis c'est aussi de voir à quelle vitesse la Terre se déforme et comment cette vitesse a évolué avec le temps. Donc c'est une question essentielle pour la géologie qui est d'utiliser ce que l'on sait à l'heure actuelle pour remonter dans le temps et voir si les phénomènes que nous voyons aujourd'hui étaient les mêmes dans le passé et ou s'ils étaient les mêmes, s'ils allaient aussi vite ou plus vite que maintenant. Donc la question est tout simplement de retracer l'activité du globe au cours du temps et de la relier à l'activité qu'on observe aujourd'hui. Donc ma présentation a consisté à introduire le CNES, quel est son rôle dans les programmes scientifiques en France et en Europe, à l'Agence spatiale européenne, de quelle façon nous finançons les projets, de quelle façon nous sélectionnons les projets, quelles sont les structures consultatives qui existent au CNES, le comité des programmes scientifiques, les groupes de travail, et à peu près les financements que nous pouvons mettre dans ce type de projet scientifique. Et ça a été essentiellement la façon dont nous travaillons avec les laboratoires, les supports techniques que nous pouvons apporter, également nos rapports avec l'industrie. Voilà, c'est le rôle de l'Agence spatiale française dans les programmes scientifiques actuellement qui a été présenté.